Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans La Causerie, notre émission d'avant-match. Une émission d'avant-match qui sera aujourd'hui consacrée à la rencontre entre Monaco et Strasbourg. C'est pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, et une rencontre qui se disputera au Stade Louis II demain après-midi même on peut dire, à 17h. Et pour m'accompagner, je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Damien, et vu qu'on joue contre Strasbourg, je vais essayer de pas trop sortir trop de saucisses. Voilà, et déjà indispensable. Blague qu'on peut ressortir contre Toulouse. Oui, bah plus tard dans la saison. Oui, parce que du coup c'est passé. Et donc au sommaire de l'émission, on va faire un petit retour rapide sur les notes de Leipzig, avant de basculer sur la rencontre de Strasbourg, avec le petit point sur le contexte de la rencontre, l'historique et quelques statistiques en guise d'apéritif, d'amuse-bouche. Ensuite, on va vous proposer l'entretien avec Arnaud Galina, donc, qui est journaliste à Ouest France Sport et supporter du RCS. Et enfin, on va terminer avec le groupe de Jardim, le sondage aussi qu'on vous a soumis sur Twitter. Donc voilà, tout ça c'est le programme de La Causerie. C'est parti. Alors Boris, on va commencer donc rapidement avec les notes de Leipzig. La meilleure note, c'est Benalio qui l'a eu, avec 6,40. Je vais pas te mentir, moi je suis un petit peu surpris de cette note-là. Je pense qu'il a été légèrement surnoté pour moi. Je sais pas si t'es d'accord. Bah, de toute façon, on a fait le débrief ensemble. Je pense que tous les deux, on lui a mis des notes un peu plus basses. Mais on a vu qu'il a séduit pas mal de monde, effectivement. Il a marqué pas mal de points. On sait qu'en même temps, il y a une petite tendance au sous-bashing, on pourrait dire, Oui. notamment, je pense à la communauté sur Twitter. Donc, j'étais assez contente de voir Benaglio. Moi, je l'avais dit, j'avais trouvé que c'était un peu une sorte de faux bon match, un peu en trompe-l'œil. Maintenant, c'était pas mal quand même, mais voilà, bon, dans un match terne, on avait tous eu du mal, je pense, à ressortir un meilleur joueur. Donc, Ouais, parce qu'effectivement, autant je pense que ses sauvetages en seconde période ont sans doute un petit peu aussi rehaussé sa note, autant on a l'impression qu'effectivement le fait qu'il se loupe un peu sur le but ne lui soit pas trop reproché, effectivement. Et comme tu dis, je pense que voilà, il y a une certaine sympathie ou peut-être une certaine bienveillance à son égard, un peu en opposition à Subasic, et je pense qu'il y a un peu de ça qui s'est exprimé dans ce vote, j'ai l'impression. En deuxième, on avait Tillmans, qui donc est le buteur de la rencontre avec 6,02. Après tout, bon, il a été le buteur, donc je pense que c'est aussi une des raisons qui fait qu'il a été récompensé. Voilà. Troisième position, ça devrait te faire plaisir, c'est Glick avec 5,38. Bon, il y a quand même un gros écart entre les deux premiers et le reste. Donc Glick a fait quand même une belle performance au final, même si lui aussi, on l'avait rappelé, était coupable sur le but. Et juste derrière est Moutinho. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il fallait le mentionner. Mais ça s'est joué un peu parce que 5,38 contre 5,32. Alors par contre, c'est les Romains qui sont allés voter en masse. Par contre, alors je suis très très étonné. C'est un peu étrange, mais il y a 3 joueurs qui ont la même moyenne. C'est-à-dire sur 55 votes, c'est bon. Je ne veux pas dire que c'est chelou, mais c'est un peu bizarre quand même d'avoir 3 moyennes qui sur autant de notes, mine de rien. On a ensuite dans les flops Diakabi, 4,06, et là il est en train de payer complètement son début de saison. Il y a à l'instar de Ronnie Lopez, j'ai l'impression qu'il est en train de se faire quelques contestataires, quelques ennemis, le copain Diakabi. Ouais, c'est pas un joueur qui pour l'instant fait tellement l'unanimité, ou plutôt qui ferait l'unanimité contre lui. On l'a dit, c'est un joueur qui devrait pas être là normalement. C'est encore un niveau un peu trop pour lui. Moi, j'avais pas trouvé que c'était forcément le pire non plus, donc je trouve ça un poil dur, mais. Derrière lui, il y a Almami Touré qui lui aussi a été sanctionné avec une moyenne de 4,17. Ouais. Donc lui, il était vraiment passé à côté du match. On l'avait tous assez mal noté, donc c'est assez logique. Et enfin, donc bon, lui aussi, c'est pas tellement surprenant d'ailleurs de le retrouver là, mais c'est Sidibé avec 4,26. Bon, il paye un match aussi très très moyen, et en plus
lui aussi, à l'instar de Souba, c'est un type qui est un petit peu, qui est pas forcément très apprécié par la communauté. Donc voilà. À l'inverse d'Almami Touré d'ailleurs, qui lui est Justement, plutôt ouais. bien vu. Donc si lui est mal noté, c'est vraiment Ouais. qu'il n'a pas été bon, je pense. Ouais. On va revenir maintenant donc sur cette rencontre avec Strasbourg à venir. Le contexte, c'est que Monaco est deuxième au classement avec 12 points. Donc il y a une chose intéressante à noter, c'est que on est entre les deux clubs qui vont s'affronter ce week-end, entre Paris et Lyon. Effectivement, donc vu que Paris va gagner, c'est l'occasion de prendre un peu d'avance sur Lyon, c'est ça que tu veux dire? Bah, c'est-à-dire que ça pourrait être intéressant de voir ce qui peut se passer, parce qu'on voit que Paris a quand même fait un petit écart. Hein, ils ont une victoire d'avance, hein, avec en plus une belle, un beau goal average déjà, voilà. Mais Lyon est en embuscade, mine de rien, avec notre défaite et leur victoire la semaine dernière. Ils sont là, ils ont 11 points, ils sont seulement un point derrière, donc c'est pas plus mal effectivement si ils perdent, mais en même temps, s'ils font un résultat, bah pourquoi pas, pourquoi pas espérer nous, si on gagne aussi, revenir au contact du PSG. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut absolument, c'est se reprendre des 2 dernières rencontres. Ouais, alors Leipzig, on l'a dit, c'était pas forcément un mauvais résultat, mais c'est pas non plus un, un assez décevant. Donc après la claque à Nice, là on reçoit Strasbourg, il y a pas d'excuse, il faut vraiment repartir de l'avant. Et là, il faut les 3 points, ça va sans dire, mais il faudrait aussi que le contenu aille avec, quoi. Ouais, effectivement, et c'est surtout un peu surtout sur ce plan-là qu'on va les attendre, parce que encore une fois, autant la victoire, elle paraît quand même assez, je vais pas dire facile, mais plutôt évidente. Mais au Ouais, on moins, n'ose pas imaginer ouais, qu'on mais gagnera pas, mais bon. au moins qu'on mette la manière, les ingrédients pour l'emporter de belle manière. C'est surtout ça. Au niveau des statistiques et de l'historique, Monaco est bien à domicile face à Strasbourg, puisque sur 30 c'est 43 rencontres qui ont été jouées entre l'ASM et Strasbourg à Louis II. 31 victoires pour Monaco, 6 défaites et 6 nuls, donc clairement en faveur de l'ASM. Et surtout, Boris, en plus, une excellente statistique, puisque, encore une fois, ça ne fait pas le match. Hein, on en a parlé également avec Arnaud Galina, mais c'est depuis 78-79, Monaco ne s'est pas incliné en Ligue 1, sauf une défaite en 2002 en Coupe de la Ligue, mais donc 22 réceptions en Ligue 1 en étant invaincu. Il y a de quoi voir venir. Il devait y avoir Raymond Domenech dans 78-79. Peut-être. C'est peut-être pour ça. Hein. C'était pas entraîné par Gilbert Grèce, c'est ça, non? Ah, c'est possible. Gilbert Grèce qui se serait très bien entendu avec Fares Balouli, je pense. Oh, oula. Les amateurs apprécieront celle-là. Les baloulistes. Le baloulisme a pris un coup dans le carafe. Et le Saint-Maximisme, il est comment? Il a le vent en poupe en ce moment? Bah, il a le vent en poupe, hein, parce que Saint-Max, il enchaîne. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, c'est bon, quelques petits éléments comme ça. Monaco, en tout cas, à domicile face à Strasbourg, est plutôt bien loti. On va passer à l'adversaire et on va donc écouter maintenant l'entretien Je te avec. pose une Oui, question, je sais pas si tu as la réponse. C'est quand la dernière fois qu'on les a joués? Parce que j'ai pas forcément de souvenir. en 2008, je Ah crois. ouais, d'accord, ça remonte. Ça fait quasiment 10 ans. Ouais, le dernier match, d'ailleurs, Entre les c'était. descentes des uns des autres. Ouais, et le dernier match, c'était, je crois, je l'ai vu tout à l'heure, il me semble, sur Opta. C'est 2008 à la Méno et c'est une victoire 2-0 avec notamment un but de Fabio Santos. C'est Fabio Santos, mais je m'en souviens. Ah, bah je m'en souviens finalement. Ouais, d'accord. Voilà. Arrière gauche. Comme quoi. Ouais, voilà. Donc ça fait époque. effectivement un bail. Donc plaisir de retrouver Strasbourg quand même. On va passer donc maintenant à l'entretien avec l'adversaire, enfin au supporter adverse plutôt. Donc c'est Arnaud Galina, donc comme je vous l'ai dit, qui est journaliste à Ouest France, qui suit plus particulièrement le SCO d'Angers plutôt, pardon, mais qui est donc dont l'âme vibre pour le Racing Club de Strasbourg. Il est également collaborateur sur le site Racing Stoops. Donc voilà, on va écouter son entretien et notamment sur la forme du RCSA. Bah, il y a eu une entame catastrophique. Vraiment, le match contre Lyon, les joueurs ont vraiment été spectateurs.
Vraiment, il y a pas d'autre mot. On s'est pris une bonne rouste 4-0 comme une bonne défaite inaugurale, quoi. Mais vraiment, on avait l'impression que les joueurs étaient presque impressionnés, quoi, parce que, bon, je pense on y reviendra un peu après. Il y a quelques joueurs qui viennent encore du championnat de national, voire certains qui ont connu le CFA. Donc, voilà, des débuts très difficiles. Ensuite, on s'est mis un petit peu à rêver après le match fou face à Lille, 3-0 à la maison. Et Oui. ensuite, en fait, c'est vraiment pas linéaire, quoi, parce que le match suivant à Montpellier, finalement, on arrache un match nul, un partout, disons qu'on n'aurait pas volé la défaite, mais on a cru voir dans cette équipe, du coup, vraiment du caractère, quoi, qui a su conserver son point coûte que coûte. Ensuite, là, face à Guingamp, on joue vraiment de malchance. On touche 3 fois le poteau, alors qu'à chaque fois, c'est 0-0. Ouais. Et ça, et puis on finit par perdre 2-0, quoi. Finalement, c'est là où on voit que ça fait quelques années qu'on n'était plus en Ligue 1 et qu'on doit réapprendre. Et Ouais. finalement, le plus dur, c'était contre Amiens, là, le week-end dernier, à la maison, face à un autre promu. C'est Mm. Voilà, c'était peut-être pas un match à perdre, quoi. C'est celui qui a fait le plus mal à la Ouais. tête. Et Strasbourg, du coup, est en plus de ce début de saison un petit peu raté, en mauvaise posture, hein, seulement 18e au classement, sachant que face à Monaco, c'est pas forcément là où ça risque de prendre des points, bon, sans désespérer non plus, mais ça risque d'être compliqué. Ça peut encore un petit peu affaiblir la position du Racing avant d'autres échéances. Bah, c'est ça, quoi. Là, je voyais sur le forum, finalement, on réfléchit surtout. Enfin, l'objectif principal, finalement, c'est pas trop de pourrir le goal average, quoi, qui peut être précieux en fin de saison pour le maintien. Donc, c'est clair que on y va là-bas, bah, on se fait aucune illusion, quoi. Je crois que je crois qu'on n'a jamais gagné en championnat lui 2, ou alors ça remonte à des dizaines et des dizaines d'années. Ça va être très difficile, on le sait. Monaco, j'imagine qu'en championnat doit se ressaisir un petit peu de la défaite face à Nice. Mm. Donc on se dit on risque de prendre cher, quoi, si je peux me permettre, quoi. Donc on croise les doigts et c'est clair que disons qu'on est dans une spirale où on n'avait pas forcément besoin de ça, quoi. C'est vrai que la dernière victoire de Strasbourg à Louis II, c'était en 2000. J'ai les chiffres sous les yeux, c'était même pas en championnat, c'était en Coupe de la Ligue. En Coupe de la Ligue, Ouais. ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que là, il faudra remonter après 97 pour déjà retrouver. Effectivement, il n'y avait que 6 victoires à Louis II. Donc c'est vrai qu'à priori, Strasbourg ne part pas gagnant. Mais bon, ça, après, les statistiques, hein, c'est pas sur ça que ça va se jouer, hein. En tout cas, Ouais, voilà. mm, ouais, il y a un nouveau, un peu, il y a beaucoup de joueurs, vous avez dit, justement, qui venaient encore de la Ligue 2, un groupe qui a été fait un petit peu, je ne vais pas dire avec les moyens du bord, mais en tout cas avec des moyens forcément limités, et ça se sent aujourd'hui certainement, cette limite. Ouais, bah, pendant l'été, Thierry Laurey l'a clairement dit, quoi. On est en Ligue 1 avec une équipe de Ligue 2. Et au final, le recrutement nous a même surpris parce qu'on est arrivé à attirer notamment, je pense, à Jonas Martin, Mm. qui pour le moment n'est pas plus impressionnant outre mesure, mais qui apporte un peu d'huile dans le moteur au milieu de terrain. Mais c'est clair que derrière, on voit qu'on a des gars comme Seka, Salmier, qui sont, même Kader Mangan, qui était en Ligue 2 l'an dernier, et à qui ça arrivait de prendre le bouillon, quoi, avec l'âge de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment avec les moyens du bord, même si avec une campagne d'abonnement exceptionnelle, il y a eu un petit peu plus de moyens sur la fin où on a pu recruter, on a pu mettre quelques billets, Mhm. ce qui était vraiment un peu inattendu, quoi, parce qu'on pensait vraiment qu'on allait se placer juste sur des prêts et des joueurs libres. Au final, on a recruté notamment Jonas Martin, aussi Idriss Saadi en attaque. Oui. Donc voilà, finalement le recrutement on était même plutôt assez satisfaisant, quoi. De ce point de vue-là, on s'attendait vraiment à pire. Mm. Et qu'est-ce que, avec
avec tout ça, qu'est-ce que finalement peut viser Strasbourg un peu plus que le maintien ou ce sera vraiment à couteau tiré toute la saison? Ouais, je pense que ça risque vraiment d'être à couteau tiré, quoi. Même l'entraîneur le disait, hein, si on termine 17e, on fait péter le champagne, quoi. Mm. C'est l'objectif du club, quoi. On se fait vraiment pas d'illusions. Il y a des clubs, même là, Dijon, Angers, même Caen, finalement, sur le papier, c'est plus fort que Strasbourg. Ouais. Enfin voilà, l'histoire ne fait pas de cadeau, hein. C'est pas parce qu'on a un club plus que centenaire avec quelques titres à la clé qu'on va se maintenir. On a une équipe pour jouer entre la quinzième et la 20e place, quoi, en espérant que ce soit plus proche de la 15e que de la 20e. Et et sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment de Strasbourg? Est-ce qu'il y a des bonnes choses, c'est consistant, ça a envie de jouer au ballon ou ça va surtout contre Monaco, on s'imagine que ça va surtout rester dans ces 40 mètres, mais quelle est la patte un petit peu de Thierry Lauré sur cette équipe? Bah, la patte, en fait, le problème, c'est que là, ce début de saison, l'équipe est vraiment irrégulière. Donc, comme j'ai dit, à Lyon, elle a complètement été spectateur. Face à Lille, il y a eu un énorme pressing, vraiment un bel abattage d'efforts où, avec un très beau jeu, ça s'est terminé par un 3-0, belle victoire. Face à Montpellier, on commence bien, pareil, les ingrédients du pressing, puis c'est descendu un petit peu. Face à Guingamp, ça joue bien, bonne transmission, bonne sortie de balle. Bon, l'efficacité a simplement échappé. Et la semaine dernière, le problème, c'est que l'équipe a été vraiment très faible techniquement, avec vraiment un manque de tranchant et de réalisme en attaque. Donc finalement, on peut pas encore dire quelle est la patte Loré en Ligue 1. Mm. Et selon toi, est-ce que c'est l'entraîneur qui va permettre justement à Strasbourg d'avancer, de progresser et voire même justement de se sauver, parce que c'est le but principal. C'est l'homme de la situation pour toi? Je pense que oui, vraiment. Bah déjà, il a fait progresser Strasbourg du fait que, à la base, j'en reparlais avec Baptiste Guillaume il y a quelques jours. À la base, et vraiment, c'est pas de la langue de bois. L'objectif en Ligue 2, c'était le maintien. Hmm. Baptiste Guillaume me disait même, finalement, on s'est même fait enfler parce qu'on n'a pas négocié les primes de montée, quoi. Donc de ce point de Ouais. vue-là, il a amené un groupe, il a amené une intransigeance, vraiment, il a mené une équipe au combat et ça a réussi dans rien. Si Bourg-en-Bresse égalisait lors de la dernière journée, on ne montait pas, on restait quatrième ou cinquième de Ligue 2. Donc il a su amener une équipe, hein, une mentalité de vaillant et vraiment de battant. Mhm. Et le recrutement se fait là-dessus, quoi. Quand on voit Kader Mangane, bon là il y a Bakary Koné également, ce sont des gars qui sont prêts à aller au charbon, je pense, avec lui. Mhm. Je pense que le recrutement a été fait aussi dans cette mentalité-là, quoi. La technique, le jeu peut presque passer derrière, quoi. Mais ce sont des gars qui doivent aller au combat, quoi. Vraiment. Donc, je pense qu'il peut maintenir le club, quoi. Vraiment, faut espérer trouver une certaine régularité maintenant dans les prestations. Mais on a vu, contre Lille, contre Guingamp, que l'équipe est capable vraiment de produire du jeu de belle facture. Donc, voilà, maintenant, faudra éviter les trous d'air, quoi, vraiment, Mhm. et battre les équipes qui jouent dans notre mini championnat, quoi, qui sont les six dernières places, quoi. Tu as parlé de Mangane, Salmier et aussi de Martin au milieu pour un petit peu huiler ce collectif. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont Monaco devrait se méfier, devrait vraiment se concentrer hein, sur certains joueurs vraiment qui peuvent être dangereux pour l'ASM? Là, il y aura généralement Thierry Lauré, là, depuis quelques matchs, fait confiance à un 4-2-3-1. Donc sur les ailes, il y a trois joueurs assez rapides qui peuvent bien amener les contres. C'est Martin Perrier qui s'est illustré avec les Espoirs la semaine dernière. Et il y a Issam Sako qui s'est révélé avec nous lors de la saison nationale et un petit peu après en Ligue 2. Et D'Acosta aussi. J'imagine que s'il y a des buts côté strasbourgeois, ce sera plus sur Mhm. des contres. Donc niveau vitesse, ce sera là. Et puis on a recruté un petit gars l'an dernier de l'US Orléans, c'est Jean-Eudes Aoulou,
qui forme la paire au milieu de terrain avec Jonas Martin. Niveau box-to-box, il est assez impressionnant, quoi. On l'attendait pas forcément là dès le début de saison en Ligue 1. Il se projette pas mal, donc ensuite c'est savoir si on a le ballon ou pas, quoi, si on arrive Mais voilà, si on a un petit peu le ballon, c'est des gars comme Jonas Martin et Jean-Eudes Daoulou qui peuvent permettre de fluidifier un peu le jeu, voilà, c'est souvent par eux que ça se passe. Généralement, on a un numéro 10, Benjamin Cornier, Ouais. qui sera absent ce week-end. Donc voilà, est-ce que Martin sera un peu plus haut et est-ce qu'on prendra un deuxième milieu défensif pour vraiment assurer derrière? Je ne sais pas encore, surtout que le groupe n'est même pas encore tombé. Oui, c'est vrai. Et surtout d'ailleurs, Voilà. si on regarde, finalement, il a assez peu fait tourner. Il a souvent fait confiance aux mêmes joueurs depuis le début de saison, en fin de compte. Ouais, surtout, il est pris en grippe par une partie supporter, c'est l'attaquant de pointe Idriss Saadi, Mm. l'Algérien qui pour le moment n'a qu'un but à son actif à Montpellier, qui vendange un petit peu, quoi, mais qu'on nous a vendu, enfin qui nous vend comme pas totalement prêt, qui n'a pas effectué toute la préparation avec le club, mais qui est titulaire tout le temps. Donc il y a déjà lui qui est inamovible devant. Il y a aussi Kader Mangane qui devrait être reconduit au poste de défenseur central. Pablo Martinez également en arrière gauche parce que Abdallah N'Dour, celui qui est destiné à prendre cette place, est encore en phase de reprise. Mhm. Et donc finalement, vu que Kenny Lala est suspendu, on aura quasiment 4 défenseurs centraux derrière, on n'aura pas d'arrière gauche et d'arrière droit de Ah oui. métier. Donc on va un peu serrer les fesses, quoi. Ah oui, quand même. D'un point de vue, Ouais. d'un point de vue, le forfait de Thomas Lemar sur le côté de Pablo Martinez, finalement, c'est un peu une bonne nouvelle. Après avoir si Keita est titulaire, la pointe de vitesse peut faire assez mal, quoi. Et alors, la petite dernière question, qu'est-ce que vous en pensez au niveau des supporters de Marc Keller? Parce que à Monaco, il a laissé vraiment un sale souvenir, on va pas se cacher. La direction sportive était dans un sale état après son passage, avec des choix de transfert extrêmement mauvais et surtout des choses un petit peu douteuses. Mais visiblement, Strasbourg, il a trouvé la recette finalement. Clairement, franchement, pour être honnête, si un jour on nous demandait de mettre 10 euros pour faire une statue de Marc Keller, je pense qu'on serait énormément à mettre de l'argent. Mhm. Parce qu'il a repris le club en CFA, donc on avait déjà remonté, on avait déjà sauté le CFA 2, mais vraiment il a insufflé, enfin il y a une dynamique, derrière, quoi. Et puis quand on était tout en bas là en championnat de France amateur, jamais, enfin on pensait pas du tout à revoir des affiches de Ligue 1 dans les quelques années, quoi. Comment il a réussi voilà, à Monaco, en effet, j'ai l'impression que ça n'a pas laissé un très gros souvenir, mais à Strasbourg, il a fait quasiment que des choix judicieux. Ça avait pas mal râlé quand il a mis de côté Jackie Duguay-Pérou, Oui. qui était l'entraîneur un petit peu emblématique Oui, oui. de Strasbourg. Pour prendre Thierry Lauré de ce côté-là, ça avait un peu râlé parce que bon, voilà, c'était une façon de faire. On savait pas trop sur quel pied danser, quoi, vu que Jackie Duguay-Pérou était vraiment aussi un demi-dieu à Strasbourg, quoi. C'est lui qui a apporté pas mal de trophées. Et finalement, le choix de ramener Thierry Lauré, quoi, ça lui a donné du crédit à vie quasiment. Voilà, Boris, un entretien assez sympa avec Arnaud. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Strasbourg au niveau de l'effectif notamment? Il y a des manques, mais voilà, qu'est-ce qui paraît, selon toi, te paraît pertinent de noter sur cette équipe? C'est une équipe qu'on connaît très mal, hein, parce qu'elle monte et ça fait très très longtemps qu'on l'a pas vue en Ligue 1. Mm. Même en suivant en diagonale, pour faire un petit jeu de mots, la Ligue 2, on aurait eu du mal à les suivre parce qu'ils ont fait qu'une saison, ils sont remontés direct de Ligue 2 en Ligue 1. Mm. Donc voilà, une équipe qu'on connaît assez mal. C'est pour ça aussi que c'était intéressant d'avoir cet invité.
Il y a quand même quelques joueurs qu'on connaît un petit peu, qui ont un peu baroudé en Ligue 1. Des Cornier, des Jonas Martin. Jonas Martin, j'étais assez surpris qu'il signe là-bas parce que j'en avais gardé un plutôt bon souvenir de Montpellier. Ouais, il nous a C'est dit que peut-être c'était un peu plutôt une bonne perdu. surprise d'être allé le chercher Ouais. cet été. Mais par contre, en fait, ce qu'il nous disait aussi, c'est que c'était pas Hmm. génial encore pour le moment, Ouais, apparemment. ouais. Donc voilà, Je l'ai à mon petit Cornier. gazon, donc pour l'instant, j'ose pas le mettre. Ouais. Moi, je crois que j'ai Cornier aussi. J'ai Cornier, il me semble, et je me demande si j'ai pas ça à dit dans une ligue, je sais plus. Bref, donc oui, Cornier qui est aussi un bon joueur. Kader Mangane qui n'est pas un bon joueur, mais bon, on se rappelle un petit peu. Ouais. Donc voilà, honnêtement, moi je les ai pas vus jouer cette année. Vraiment difficile de se faire une opinion, mais c'est une équipe qui a quand même l'air assez faible et j'étais quand même assez marqué de les voir perdre à domicile contre Amiens. Euh, c'est sûrement un de leurs adversaires principaux pour le maintien. Hmm. Et il n'y a pas forcément de quoi être rassuré, je pense, défaite contre Amiens. Maintenant, la dernière fois qu'on a joué une équipe qui avait perdu contre Amiens, c'était Nice et ils nous en ont mis 4. Donc, pas Ouais, donc... forcément attirer ouais. un motif d'espoir, mais Hmm. Ouais. voilà, je suis curieux de voir cette équipe. En même temps, j'ai peur que ça soit l'équipe, comme tu lui disais, peut-être vraiment regroupée derrière. Et, ça peut-être pas être le match le plus agréable à jouer. Hmm. Donc voilà, je sais pas ce que toi t'attends forcément de cet adversaire-là. Bah, effectivement, comme tu viens de le rappeler, bah, j'attends une équipe qui va principalement procéder en contre, hein, et qui va être un peu regroupée dans ces 40 mètres. Hein. Sur le plan du jeu, de toute façon, une équipe qui vient à Louis II, notamment un promu, en général, bah, ça essaie pas de jouer vraiment au foot. Hein, donc, je serais pas étonné qu'il y ait un match à sens unique avec une possession extrêmement favorable pour la SM et ensuite qu'on fasse un petit peu l'assaut du camp adverse. On va maintenant enchaîner donc avec le groupe donc, qui nous a été communiqué un petit peu tardivement. Hein. Ce serait pas mal de se dépêcher la prochaine fois, messieurs. Voilà, parce que nous, nous On attend. Hein. on a des impératifs, hein, derrière. Voilà, donc on a le groupe entier qui comporte 20 joueurs, donc 2 qui resteront en tribune. La première information, évidemment, c'est l'absence de Lemar, qui est absent 10 jours, voire plus, d'après Jardim. Celle de Subasic, donc consécutive aussi à son absence contre Leipzig, avec l'entorse à la cheville droite. Et là, Leonardo Jardim a parlé aussi de 2-3 semaines. Alors, autant sur Suba, c'est vrai qu'en priori le numéro 2 est bien pourvu quand même, mais c'est plutôt au niveau de l'absence du remplacement de Lemar que le problème se pose un petit peu. Ouais, bah, c'était le même problème déjà à Leipzig. On l'avait mis en sondage sur le Twitter de la radio. C'était, je pense, Keita Baldé qui était arrivé en tête. Au final, c'était Diakabi qui avait joué. Là, honnêtement, j'aurais du mal à faire un pronostic. On sait les joueurs qui peuvent y jouer. A priori, ce serait Diakabi, Keita Baldé, voire Ghezal. Il y a aussi Bochilia dans le groupe, mais honnêtement, je serais très 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 surpris de le voir titulaire. Ouais. Donc, à mon avis, ça se jouerait entre 3 joueurs, sachant que même Ghezal ayant plutôt joué à droite, je pense que ça se jouera entre Diakabi et Keita Baldé. Voilà, après, est-ce que Keita est vraiment réclamé par les supporters qui ont très 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 envie de le voir débuter? Ouais, effectivement, je te coupe, on a fait ce sondage sur Twitter. Juste avant, en préparation de cette causerie aujourd'hui, 371 votes et Keita Baldé qui est en tête avec 72%. Donc il y avait un véritable plébiscite. Ghezal était à 15% et Jovetic à 11%. On aurait pu ajouter... Je rappelle la question juste, c'était laquelle des recrues mérite le plus la première titularisation. Donc j'ai vraiment proposé que ceux qui n'avaient pas encore connu de titularisation. Donc ça comprenait pas des Tillmans ou des garçons comme ça. Ouais, effectivement. Après, c'est vrai qu'on aurait pu, en reformulant, ajouter Tillmans. Sans doute que comme il y a un vrai... Tillmans aussi est un joueur qui est bien apprécié pour l'instant. Donc c'est vrai que je pense que du coup les votes auraient été
C'est un peu plus nuancé, un peu plus équilibré. En tout cas, ce serait certainement joué davantage entre les deux. Mais ouais, je pense qu'effectivement, en plus sur l'entrée de Baldé en fin de match à Leipzig, elle a aussi un peu plu aux supporters. Et c'est celui qui a donc vraiment été plébiscité. Ouais, et puis c'est un style, forcément, ça donne toujours plus envie de voir des joueurs comme ça, quoi. Ouais. Maintenant, après, ce qu'on peut se demander, c'est à quel poste finalement? Est-ce que on parlerait d'un Baldé en pointe dans un 4-4-2? Est-ce qu'on parle d'un Baldé à gauche par exemple? C'est ça aussi sur quoi on peut réfléchir finalement. Bah, il y a les 2 options. Moi, sur la saison, je l'attends plus, je le disais dans la Gazette du Mercato, je l'attends plus dans l'axe, plutôt, dans le rôle d'Mbappé. Maintenant là, de toute façon, le couloir gauche, c'est le couloir de Lemar et ça va, sauf blessure, ça bougera pas trop dans la saison, je pense. Là, Lemar étant absent, ça pourrait être lui qui occuperait ce couloir, ça m'étonnerait pas plus que ça. Ouais. Et on peut en tout cas dire et être quasiment sûr, parce que Jardim m'a dit qu'il allait changer 3, 4, voire 5 joueurs, donc il y aura Ouais. quand même pas mal de turnover. Mais ce dont on peut être certain, c'est que Ghezzal, a priori, serait titulaire, et sûrement à droite, hein, certainement. Ouais, il a fait la conf, ce qui est souvent un signe C'est arrivé c'est une souvent bon fois signe. seulement, il y a peut-être 2 ans, où que le joueur qui fasse la conf finalement ne joue pas. Je me demande si c'était pas Carrillo, mais... Ah oui, bon. Mm. Et du coup, oui, ce poste de milieu droit, on a vu Sidibé à Leipzig, mais honnêtement, je pense pas qu'il refera ce coup-là en championnat. Sidibé ailier, c'est sa config plutôt gros match quand il me manque un peu de monde. Ouais. Je le vois plutôt comme ça, donc là, Sidibé retrouvera son poste de latéral à mon avis, s'il joue. Du coup, bah, à droite, ça laisse le choix entre Lopez et Ghezzal. J'ai l'impression que la tendance irait peut-être plus côté Ghezzal. Lopez était en tribune à Leipzig. Donc effectivement, les signaux semblent être au vert pour Rachon. Ouais, effectivement. Et sinon, parmi les autres absents qu'on peut noter sur ce groupe, bah, c'est Kongolo qui, lui, est déjà complètement exclu Et du déjà en groupe. train de chercher un club pour le mercato d'hiver. Voilà, effectivement. Et donc, comme on l'a dit, il y a 20 Ouais, joueurs, donc 2 qui resteront en tribune, sachant que Sedoussi sera sur le banc. Ouais, ça picote un peu les gencives. Donc on peut imaginer Maïté, par exemple, en tribune. Après tout, c'est ce qu'il je a pense connu. que c'est pas exagéré de dire ça. Voilà. Donc le deuxième, soit un attaquant, parce qu'il y a quand même pas mal de monde en attaque. Mine de rien, il y a 6 joueurs considérés comme attaquants, c'est-à-dire en mettant Ghezzal, tout ça, mais voilà, peut-être Lopez à nouveau, ou Bosquilia, comme tu l'as dit, Bosquilia qui revient de blessure, mais peut-être qu'il peut pallier aussi éventuellement, ou rentrer en cours de jeu sur le côté gauche, ça peut être selon le score, ça pourrait... On n'a aucune information sur la forme physique de ce joueur, donc c'est dur de se prononcer. Il me semble qu'il a déjà fait un groupe, je sais plus si c'était Marseille. Il a déjà fait un groupe, ouais, c'était contre un autre Metz, match, mais c'est possible, mais... ouais, il me semblait que c'était à domicile, mais je sais plus. Et il avait fini en tribune. On l'a pas revu après. Même le match amical contre Nîmes, donc honnêtement, je sais pas. À voir. Voilà. En tout cas, donc maintenant, juste pour conclure, un dernier mot, c'est sur l'arbitre de la rencontre. Donc ce sera Johan Hamel, donc qui nous arbitrait seulement contre Chambly l'an dernier. Voilà. Ah. C'était un bon souvenir. Voilà. Merci Ouais, voilà. Oui. Bon après de toute façon, ça fait pas partie des arbitres que j'apprécie particulièrement. Donc voilà. Tu as des notes sur les arbitres? Je ne fais pas de notes sur les arbitres, mais tu as tes têtes de Turc. Oui, plus que des têtes de Turc là. Ouais, tu me dis, moi aussi j'en ai quelques-uns que j'aime pas. Voilà, effectivement. Mais non, mais plutôt je préfère me rappeler de ceux que je trouve plutôt intéressants et bons. Voilà. En tout cas, c'est la fin de cette émission, donc merci Boris. Hein, donc on te retrouve demain pour le débrief. On se retrouve, voilà, il n'y a plus personne chez Radio Diagonale. On va faire le débrief, on fait le débrief. Voilà, on prend les mêmes et on recommence. Espérons que ça porte chance. Voilà. D'ailleurs, quand on a fait les débriefs, on n'a jamais gagné. Tous les deux? Bah c'est possible. On a fait le trophée des champions. Ouais. Paris, Nice et Leipzig, on n'a pas fait d'autres ensemble. Non, on a fait ces trois-là, on n'a jamais gagné.
Voilà. Donc si on gagne pas, bah, vous savez chez qui toquer. C'est notre faute. Voilà. Donc on remercie encore une fois Arnaud Galina donc, pour sa disponibilité pour l'entretien. Je vous rappelle la rencontre entre Monaco et Strasbourg, c'est ce samedi à 17h et ce sera sur les antennes de Canal+ Sport, c'est ça ? Je sais plus, je sais que c'est Canal, mais j'avoue que Ouais, voilà. Donc en tout cas, vous pourrez retrouver l'émission sur le site internet, la chaîne YouTube, où vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Le prochain rendez-vous, donc je vous le rappelle à nouveau, c'est le débrief radio de la rencontre, un débrief classique, pas de live, voilà, donc il faudra attendre le podcast. Vous avez également, donc juste pour vous rappeler, la possibilité de noter les joueurs à la fin des matchs, parce que voilà, on a des petites notes un petit peu inégales, donc c'est pas mal d'en remettre un petit coup à chaque fois. Voilà, merci Boris, et à demain. Merci Damien, et bon match à tous. Bon match à tous, allez salut. Et bisous.